Limitation de la zone autour du mont Kakoulima, les flancs sont anarchiquement occupés. Une mission officielle a constaté les faits. 23 656 admis au bac 2017, tous orientés dans les universités publiques. Le verdict est tombé, les orientations débutent lundi. Des objets retrouvés après 24 heures d'enquête. La caméra de l'équipe de la RTG victime d'une attaque à Koya a été déposée devant un magasin. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Des échos de la visite présidentielle en Chine. Les deux premières dames guinéennes et chinoises ont visité quelques sites touristiques de l'Empire du Milieu. On fait le point avec Ali Badra Kondé. En marge du sommet des chefs d'État en Chine, la première dame de la République, Adjadjene Kondé, en compagnie des premières dames de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde ainsi que de la Thaïlande, a pris part à cette conférence internationale sur le VIH-Sida. Sa fondation Prosmi, en partenariat avec l'ONG DREAM, vole au secours des femmes infectées. J'ai été généreusement invitée par la première dame qui a organisé en marge de cette conférence une sensibilisation pour attirer l'attention des gens sur le VIH-Sida. Elle est l'ambassadrice et présidente d'une organisation en Chine qui s'occupe de ce fléau. La fondation Prosmi fait beaucoup d'efforts dans ce domaine en collaboration avec l'ONG DREAM en Guinée. Nous aidons les femmes infectées. Nous participons au programme de la non-transmission du VIH de la mère à l'enfant. Juste après cette rencontre internationale, la première dame de la République a effectué une série de visites à travers la ville. Première étape, le jardin d'enfants expérimental. Ici, ils sont plus de 600 enfants à être pris en charge tout en les préparant à affronter les réalités de la vie. C'est une première mondiale, comme ils le disent, c'est l'école maternelle modèle. Alors, les images en disent long sur ce qui se passe là-bas. Les enfants sont initiés sur tous les volets de la vie. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine du potager, artistique, couture, et c'est des enfants de 3 à 6 ans. Donc on leur apprend tout simplement la vie. Pour clôturer cette série de visites, la première dame de la République a contemplé les installations de l'université de Xiamen. Cette infrastructure est considérée pour bon nombre d'observateurs comme la plus belle université de la Chine grâce à ses architectures et son environnement. Retour à Conakry, la zone du mont Kakoulima, acte 2 d'une visite officielle sur les lieux. Le ministre de l'Habitat et le haut commandant de la gendarmerie étaient sur les sites de Yorokogia et Bondabo Plateau. La ceinture du mont Kakoulima est une zone inhabitable et les occupants sont priés de quitter. Martin Francina de Nord. À Dubreka, les flancs du mont Kakoulima sont considérés comme les domaines protégés. Ils sont dits zones forestières réservées de l'État. Malgré leur interdiction, ces zones réservées sont agressées par les citoyens. Pour cerner le phénomène, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, accompagné du haut commandant de la Gendarmerie nationale, des cadres du ministère de l'Environnement et des autorités préfectorales de Dubreka, visite les sites de Kabita Pessenke de 3900 hectares, de Simbaya et du plateau de Bondabo. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que les zones réservées, les zones foncières réservées par l'État soient encore agressées par la population. Chacun fait ce qu'il veut, des privés viennent faire des lotissements, ils viennent faire des attributions et c'est extrêmement grave. Les dispositions normalement doivent être prises le plus rapidement possible pour que nous fassions en sorte que ces personnes, en tout cas qui occupent ces zones, soient complètement dégagées. Partout sur ces sites, les occupations illégales sont perceptibles. Pour freiner la pratique, la délégation gouvernementale entend enclencher une opération de délimitation de ces zones. La bande de délimitation se fait à travers justement un certain nombre en considérant un certain nombre d'aspects techniques. L'altitude des différentes chaînes de montagnes, et il faudrait tenir compte de ça pour fixer
la limite justement de cette bande de délimitation. Je crois que dès la semaine prochaine, tous les services techniques du ministère de l'Environnement vont s'atteler justement à cette tâche-là. Sur le site de Bondabon, 20 hectares sont réservés. Ils devraient servir de parc géologique. De nos jours, les lotissements y sont faits sans autorisation du ministère de la Construction. Des bâtiments ont poussé des belles. Nous sommes sur le site de l'aviation militaire qui nous a été octroyé depuis le 16/6 2010 par le chef de bataillon Mamadou Bondabo sur décision numéro 131 que voici. Le site avait donné 238 parcelles. Les 118 parcelles ont été retrocédées à la préfecture. Et la préfecture nous a laissé 120 parcelles. Avec l'appui sécuritaire du haut commandant de la gendarmerie nationale, les autorités de la ville procéderont dans les jours à venir à la récupération de toutes ces zones. La fin du repos biologique, cette période de 2 mois où la pêche industrielle est interdite, les résultats sont satisfaisants. Les marchés de la capitale et ceux des provinces sont actuellement bien approvisionnés en produits halieutiques. Reportage Daouda Tabansila, Facile Silla. 10 jours après le repos biologique, période permettant à nos produits halieutiques de se reproduire, le résultat est probant. Initié par le ministère en charge de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, cette opération interdisant aux gros bateaux de pêcher est une aubaine pour la pêche artisanale. Fermer la mer pour nous est un soulagement. Ça nous arrange. Nous avons eu cette année, par exemple, des qualités que nous n'avons pas connues par le passé. Ça, c'est une bonne chose pour la pêche artisanale que nous pratiquons. Quelle année, jusqu'à l'année là, tous les pêcheurs, ils étaient très contents. Sur le marché, pendant cette interdiction, le prix du poisson en unité ou dans les cartons en fonction de la qualité baisse et permet aux pêcheurs et vendeuses de voir des espèces rares et peu connues par le passé. Le repos biologique est une bonne chose. Pour nous, les petits poissons grandissent et comme ça, nos pêcheurs amènent de la qualité après. En plus de la bonne récolte que le repos biologique engendre ou de la recette accumulée pendant cette période, les pêcheurs artisanaux se disent soulagés de tout type d'accidents occasionnés en mer par les chalutiers qui raclent tout sur leur passage. Actuellement, on n'a pas de problème en mer. Vous voyez, nos barques sortent, pas de problème. Seulement, le gros problème, c'est la tempête. Mais au niveau des bateaux, il n'y a rien. Les accidents aussi sont moindres parce que les bateaux sont en repos. Pour rappel, la pêche artisanale, forte de plus de 7000 pirogues recensées à travers le pays, est un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement des marchés de Conakry et de l'intérieur du pays en poissons. Et puisqu'on parle de pêche, des mareyeuses et fumeuses de poissons de Téminetaï bénéficient d'un appui. Il s'agit de fonds sous forme de prêts pour booster leurs activités, ceci conformément à un programme présidentiel. Mamadi Terna Kamisoko. Le port de pêche artisanal de Téminetaï. Ici, de nombreuses femmes tirent profit des activités de la pêche. Pour aider les mareyeuses et fumeuses de poissons de ce débarcadère, le chef de l'État soutient l'octroi de crédit à ces couches vulnérables. Ce que la MECREPAC a connu dans le mauvais sens ne va pas se répéter. Nous sommes prêts même à hypothéquer nos biens pour que l'État ait confiance en nous, qu'il mette de l'argent. L'argent sera géré dans la transparence et c'est les ayants droit même qui vont en bénéficier. Que ce soit les mareyeuses, les fumeuses et les pêcheurs même, parce qu'il y a des femmes armatrices qui sont propriétaires de bacs, c'est de les rassurer de notre rôle d'accompagnement et de promotion. C'est l'une des activités principales ou l'une des raisons d'être du ministère de la Pêche. La promotion du secteur de pêche à travers les professionnels. Pour l'occasion, un comité de gestion et de surveillance est constitué. Sa mission, faciliter l'obtention des fonds sous forme de prêts en vue de booster la production dans le sous-secteur de la pêche artisanale. Aminata Damba est parmi les 15 femmes bénéficiaires des premiers fonds.
Cet argent pourra bien nous aider. Nous ferons tout pour mériter la confiance des donateurs pour que d'autres puissent profiter des mêmes avantages. Nous sommes très contentes. À présent, nous souhaitons que le chef de l'État revoie son montant à la hausse. Après Bonfi et Temenetaï, les membres de la mutuelle d'épargne de crédit des pêcheurs artisans de Guinée comptent poursuivre la mise en place de ces points focaux au niveau de l'ensemble des débarcadères du littoral. L'objectif de ce programme présidentiel est de permettre aux femmes de ces ports de pêche artisanale de vivre pleinement de leur activité en leur octroyant des prêts à un taux réduit. Je vous l'annonçais au sommaire, l'État décide de ne pas orienter d'étudiants vers le privé cette année. L'annonce a été faite il y a quelques heures au cours d'un point de presse. Les 23 656 admis au bac 2017 seront tous des étudiants du public. Les opérations d'orientation débuteront le lundi. Francis Collier. Les 23 656 bacheliers de 2017 seront tous orientés dans les institutions d'enseignement public du pays. L'annonce est rendue officielle au cours de ce point de presse organisé par le département à 2 jours du démarrage des opérations d'orientation. La décision a été prise aussi d'orienter les 23 000 uniquement dans les institutions d'enseignement supérieur public, qu'elle-même avait exprimé d'ailleurs une capacité d'un peu plus de 25 000 places. Sans compter que l'année dernière, les mêmes institutions ont absorbé 27 130 étudiants de première année. Les opérations d'orientation vont débuter le 11 septembre à 0h pour finir le 21 septembre 2017 à 23h. Les bacheliers vont s'inscrire sur Gupol où ils auront la possibilité de choisir parmi 15 programmes de formation. Il y a 3 phases principales. La phase de création, la phase de formulation des choix et la phase de notification. Donc la première phase de création, les bacheliers auront 10 jours pour créer leur compte. Il faut avoir votre propre numéro de téléphone, ne pas passer par mon grand frère, mon papa ou ma maman. Après ça, et puis éviter de mettre son numéro de téléphone comme mot de passe. Ça crée énorme problème. Et c'est confidentiel. Vous avez à choisir au minimum 5 choix. Même si vous êtes parmi les 5 premiers. Après ça, il faut payer les frais d'orientation qui se feront par Orange Money ou Mobile Money. Pour cette année encore, la faculté de médecine ne recevra pas d'étudiants en classe de première année. Ministère de l'administration du territoire, hier, l'ambassadeur des États-Unis et certains commissaires de la CENI ont été reçus par le général Borema Condé. Le soutien américain au comité de suivi des accords politiques et les préparatifs des élections locales étaient au menu des 2 rencontres. Mohamed Lamine Camara. 2 semaines après sa prise de fonction, le président de la Commission électorale nationale indépendante prend contact avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation constitue la première étape. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante entend entretenir d'étroites collaborations avec son partenaire technique. Nous sommes venus dire que nous sommes prêts à collaborer avec le ministère de l'administration sur tous les aspects de l'organisation des élections. Dorénavant, le comité de suivi et son président peuvent compter sur la présence effective de la CENI à tous ces travaux. Nous serons heureux d'autant plus que nous avons des choses à y présenter et nous ne manquerons pas à aller à ce niveau. La volonté du président de la République a été clairement affirmée dans l'un des derniers communiqués lorsqu'il a invité la CENI à aller dans les meilleurs délais aux élections locales. La visite donc de la CENI a mis à jour, n'est-ce pas, cette volonté des uns et des autres de se donner la main pour apporter la paix du cœur dans chaque famille guinéenne, parce que quand vous allez à des élections libres, transparentes et équitables,
vous courez moins de risques de dérapage. Dans la perspective des élections locales, l'ambassadeur des États-Unis a emboîté le pas au président de la Commission électorale nationale indépendante. Le diplomate américain est venu réaffirmer la volonté de l'équipe d'observateurs du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 pour le respect des engagements pris. Nous sommes dans le contexte technique de comment on va avancer, quelle sera la date des élections. Alors, nous sommes contents que nous avons fait ce que c'est nécessaire en termes politiques. Maintenant, c'est de comment on va progresser pour arriver aux élections locales. C'est vraiment important pour nous parce que ça complète la transition. La reprise des travaux du comité de suivi de l'accord consensuel est prévue le lundi prochain. La Chambre des mines, l'instance renouvelle son conseil d'administration. L'Assemblée avait été convoquée par le bureau exécutif. Les membres ont pu statuer sur certaines difficultés qui assaillent le secteur minier. Al-Gassi Bouba. Fini les congés. Cette Assemblée générale est la première activité de la Chambre des mines de Guinée. Convoquée par le bureau exécutif, cette plénière a évoqué les sujets brûlants du secteur minier. C'est important qu'on le fasse. On avait remis la Chambre des mines sur des rails beaucoup plus procéduriers, beaucoup plus conformes à nos statuts. Et Dieu merci, grâce à l'ensemble des membres, vous avez vu encore aujourd'hui, les membres avaient répondu en nombre présent. On a pu remettre ces organes en route. L'occasion est saisie pour mettre en place un nouveau conseil d'administration. L'ancienne équipe a siégé durant 5 ans. La Chambre des mines est aussi présidente de la plateforme de concertation du secteur privé, donc c'est tout à fait transversal. Il y a beaucoup de sujets que l'on doit traiter. On fait partie d'un certain nombre de comités de pilotage dans différentes administrations, fiscales, notre ministère de tutelle, l'environnement également. Les assises débouchent sur un partenariat scellé entre la Chambre des mines de Guinée et le Programme national de lutte contre le paludisme. C'est un projet qui coûte 400 millions de francs guinéens, une route qui va relier le district de Suntudiana au centre urbain de la préfecture de Mandiana. Le financement est assuré par les communautés elles-mêmes. Alpha Baldé. Distant d'une dizaine de kilomètres, le tronçon Mandiana-Ville-Suntundiana dans la sous-préfecture de Fralako est praticable en moins de 20 minutes. Le reprofilage de la route est le fruit d'un engagement communautaire. Durant 5 ans, 116 familles du district ont contribué à la mobilisation des fonds. Nous avons recouvré ça de 2013 jusqu'à maintenant, là, parce que chaque foyer contribuait. Nous avons essayé d'organiser la contribution de tout un chacun, de chaque foyer, par clan et par les personnes volontaires pour que cette réalisation-là soit faite. Suntundiana est une zone agricole par excellence. Aujourd'hui, l'évacuation des produits vers le centre urbain de Mandiana est devenue beaucoup plus facile. L'exécution a pris 2 mois et le coût a été 23 millions. Parce que chaque infrastructure, il faut un suivi. Donc nous avons déjà gardé quelque chose pour que l'entretien soit mis en œuvre chaque année et chaque fois. Avant, était impraticable, franchement dit, mais aujourd'hui, Dieu merci, avec la contribution des villageois, vraiment la route de Suntundiana Mandiana aujourd'hui, alhamdulillah, ça va bien aujourd'hui. Galvanisées par cette première réalisation, les populations de Suntundiana comptent ouvrir de nouvelles routes pour mieux désenclaver leur localité. Grosse opération coup de balai, l'armée relance sa campagne d'assainissement. Le coup d'envoi a été donné hier nuit par le ministre de la Défense. La campagne consiste à redonner une certaine beauté à la capitale. Sergent-chef Lamine Sanakamara de la presse militaire. En application des instructions du président de la République, une vaste campagne d'assainissement est lancée par le ministre d'État chargé de la Défense nationale. Les artères principales de la ville de Conakry sont débarrassées des tas d'immondices qui jonchent ça et là. Les engins du bataillon du génie militaire sont mis à contribution pour donner à cette action une parfaite réussite. Ceux qui jettent les ordures dans la rue doivent arrêter de le faire. Nous vous remercions d'avoir débarrassé nos rues de ces
les ordures. Nous sommes contents. Dans les quartiers comme Matoto, Koza ou encore Anko 5, Sonfonia et Anta, l'impact de cette action civilo-militaire des forces armées guinéennes est visible. Dr Mohamed Diané est venu toucher du doigt les réalités en dépit des averses qui arrosent la capitale guinéenne. Depuis qu'on a commencé, déjà l'artère autoroute, je vais parler de Anta jusqu'à Faisal, on a pris tant de tas d'ordures qu'on a dégagées. La route Le Prince, de Sonfonia jusqu'à maintenant, là, on est en train de dégager. Mais ce qui nous préoccupe ce soir, là, l'axe est orienté sur quoi? Sur le terre-plein, où les gens se permettent de déposer les ordures sur la terre-pleine. C'est extrêmement vilain. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, nous avons engagé un processus de réforme du secteur de sécurité. Et dans ce cadre-là, nous avons surtout mis l'accent sur l'amélioration des relations civilo-militaires entre la population et l'armée. Et l'armée est en train de jouer ce rôle-là. Et donc je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble des citoyens de Conakry, aux élus locaux, à la société civile de s'impliquer. L'armée fera son travail, mais après l'assainissement des lieux, nous demandons à la population de ne plus jeter les ordures dans la rue ou sur les parterres entre les voies publiques. Cette action du bataillon du génie militaire est un facteur de rapprochement de l'armée de son peuple et une manière de contribuer au développement socio-économique du pays. Il vous souviendra qu'une équipe de la RTG avait été victime d'attaques à Koya et qu'aussitôt, les services de sécurité ont ouvert des enquêtes. Certains objets ont été retrouvés. Les assaillants ont déposé nuitamment la caméra devant un magasin. Ousmane Ba. Après l'attaque dont a été victime une équipe de reportage de la RTG, les enquêtes commencent à porter fruit. Ce matin, une partie des objets volés est retrouvée. Les assaillants seraient venus déposer la caméra devant un magasin dans la nuit d'hier. Nous avons mis une pression, une façon de chasse à l'homme derrière ces délinquants parce qu'on avait déjà la liste d'un certain nombre de délinquants qu'on cherchait. Mais en fait, le terme existe aujourd'hui en Guinée, c'est des gens qui n'ont pas de domicile fixe. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu mettre main sur eux au jour d'aujourd'hui. Mais la pression aidant, et l'objet là, c'est un objet codé, il ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le vendre, c'est pourquoi ça a été laissé devant un magasin fermé, sous une lampe, et le chef secteur du Nord 1 est venu nous informer. Et la police est partie. On a vu effectivement le sac recherché et on a transporté le sac au commissariat. Sur le terrain, les recherches continuent pour traquer les auteurs et les autres objets. La reprise, on a envisagé cela, de tous ces délinquants qui ont été déférés par nous, soit qu'ils ont purgé leur peine ou pas, nous allons encore les reprendre pour revoir ce qui se passe. Parce qu'il y a un fichier qui est à notre disposition, qui nous permettra de savoir quels sont ceux qui roulent sur l'axe Kaka et la ville de Koya. Donc déjà on a un certain nombre de noms que nous allons reprendre avec la brigade de choc qui a été créée et que franchement on vous promet dans un bref délai que la lumière sera faite sur cette affaire. Le commissaire central de police de Koya sollicite la collaboration des populations et élus locaux de la préfecture pour endiguer le banditisme dans la zone. Le ministère de la Sécurité et ses équipements pour la police nationale des grades confectionnés et offerts aux unités d'intervention, un geste pour améliorer les conditions des agents. Lancé Kamisoko, Kierna Ousmane Diallo. Ce don, composé d'équipements divers pour agents de sécurité, est l'œuvre d'une entreprise française spécialisée dans la confection de tenues et grades. Le geste vient renforcer la coopération sécuritaire entre la Guinée et la France. Il faut se premier don pour la police et le reste on verra. Donc c'est pas qu'un choix personnel, non. On travaille avec tous les corps confondus, pas seulement que la police. Habiller ces hommes qui sont fréquemment sur le terrain, je me dis que c'est un plus pour la police nationale. Pour les bénéficiaires, ce don arrive au moment où le besoin de doter les forces de l'ordre d'équipements de qualité s'impose au département de la sécurité. La police en a besoin. La société MacForce également vient à un moment
où la police a besoin de changer de physionomie. Vous savez, la police, c'est la vitrine du pays. Une police qui est en tenue convenable devient respectable. Et je pense que c'est le premier signe. J'avais assisté à beaucoup de dons à la police. Personne n'a pensé ici aux unités d'intervention qui sont sur le terrain nuit et jour. C'est nous qui faisons la patrouille. On vient en renfort aux unités chargées de la criminalité. Nous faisons le service d'ordre en cas de maintien ou rétablissement d'ordre. Actuellement, nous accompagnons la sécurité routière. Des gens se donnent des manteaux, de ceci et de cela aux autres services. C'est la seule société qui a pensé à nous. Avec ces équipements, les forces de police seront mieux outillées pour assurer la protection des personnes et leurs biens. A fini les travaux de la 3e conférence sous-régionale sur les défis sanitaires post-Ebola pendant 3 jours. Des experts venus de l'espace CEDEAO ont échangé sur différentes stratégies de gestion des épidémies. Les conclusions de la rencontre de Conakry avec Sorudé Kera. Il se retire de la capitale guinéenne au terme de 3 jours de travaux sur la revue et l'harmonisation des stratégies utilisées par chaque pays dans la riposte aux épidémies. Les échanges entre pays atteints par le virus Ebola et pays à risque ont permis de déboucher sur des pistes universelles de riposte. Nous avons vu vraiment ce que des pays qui n'ont pas eu d'Ebola. La Côte d'Ivoire n'a pas eu un seul cas d'Ebola. Mais si vous voyez les efforts qu'ils ont faits, on a partagé ça et comment capitaliser. Le Mali a eu peu de cas, le Sénégal a eu peu de cas, mais ils ont tous investi dans les capacités, dans le renforcement des infrastructures, dans le renforcement des capacités de formation des jeunes. Nous devons tirer les leçons de cela. Après cette réunion, on va continuer toujours à autre part, peut-être Mali. C'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on va organiser, comment on va faire les battre sur l'épidémie qui va venir. Ce n'est pas seulement Ebola. Au dire des participants, la rencontre de Conakry a permis de corriger les défaillances enregistrées lors des 2 premières conférences tenues respectivement à Monrovia et à Freetown. Cependant, des défis restent encore à relever dans plusieurs domaines, comme le suivi des survivants et la recherche clinique sur d'autres maladies émergentes. La maladie est certainement terminée, mais les défis demeurent. La balle, on peut dire maintenant, est dans le camp des scientifiques. Pour une meilleure prévention, il faut que les scientifiques travaillent, indiquent les pistes à suivre pour que les populations puissent être préservées de ces épidémies calamiteuses. Les recherches sur les maladies à potentiel épidémique constituent une priorité pour l'ensemble des pays ouest-africains depuis la fin de la plus grave crise sanitaire d'Ebola. L'organisation successive de ces 3 conférences dans les pays les plus touchés en est la preuve éloquente. Aujourd'hui, c'était la marche de l'éducation pour la santé. Plus de 200 cadres ont participé à cette activité physique. 6 km parcourus sans incident majeur. Adia Toubari. La marche est l'exercice physique que le personnel du système éducatif a choisi pour prévenir les maladies non transmissibles. Sous une pluie battante, ces agents de l'éducation doivent parcourir 6 km à pied en 5 heures de temps. Un symbole fort pour relancer l'éducation physique au sein des établissements d'enseignement public. Au jour du 15 septembre, dans le cours de récréation, il faudrait que les gymnastiques, l'éducation physique soit au quotidien, soit prévue dans le programme enseigné. Et pour que cela soit un signal fort pour tous les enseignants et les chefs d'établissement, moi-même, le ministre de l'enseignement technique, celui de l'enseignement supérieur, y compris la santé, avons décidé conjointement de faire une marche symbolique pour prouver que nous avons notre place aussi dans l'éducation physique, on a notre place aussi pour la recherche de la santé, pour nous-mêmes et pour nos élèves et nos enseignants. Le trajet retenu part de la place des Martyrs à l'esplanade du 28 septembre. À l'arrivée, les travailleurs et décideurs du système éducatif reçoivent des enseignements sur l'avantage de la pratique du sport pour l'équilibre physique et mental. Des thématiques comme la mauvaise alimentation
et le surpoids sont développés par des spécialistes sanitaires. L'analyse a prouvé que chaque aliment est composé de kilocalories. Si vous mangez par exemple un œuf, vous avez 80 kilocalories. Si vous mangez le plat d'un petit pois, vous avez presque 650 kilocalories. Pour dépenser les 650 kilocalories, il vous faut manger 2h30 minutes. Voilà un peu ce que j'ai essayé de développer. Le système éducatif, en association avec le ministère de la Santé, a souhaité mettre l'accent sur un des principaux facteurs de risque, le manque d'activité physique. Comme vous le savez par le passé, les instituteurs étaient eux-mêmes ceux qui étaient chargés de l'éducation physique. L'éducation physique était valorisée, était notée. Malheureusement, ce n'est plus le cas maintenant. À travers cette initiative intitulée Marche de l'éducation pour la santé, les responsables de l'enseignement se joignent à ceux de la santé pour réduire le taux de mortalité dû aux maladies non transmissibles en Guinée. Ceci en faisant de la pratique de l'éducation physique une priorité à tous les niveaux. Et culture enfin, la mamaya de Cancan s'exporte. C'est quelque part en banlieue de Paris que la diaspora guinéenne vivant en France se retrouve pour passer des moments de partage. Un grand rendez-vous est pris pour le week-end prochain, la promesse d'un retour aux racines pour les participants. Mais comment ça se prépare? Safia Toukondé. Un nouvel essor pour la danse mamaya. Ce patrimoine culturel mandingue, vivement entretenu dans la savane guinéenne et ailleurs, gagne en intensité et en attractivité. Ici, dans un centre de répétition en banlieue parisienne, des associations et individus sont de plus en plus entraînés par la grâce et le charme de la chorégraphie spectaculaire de la mamaya. Nous sommes vraiment très contentes d'honorer la danse mamaya que nous sommes en train d'apprendre grâce à l'association DIA Productions. Depuis quelques jours, ces amoureuses de la danse africaine mamaya découvrent avec des artistes musiciens et cantatrices guinéennes les notes entraînantes et des pas langoureux de la mamaya. Leur but, participer à l'une des plus grandes manifestations de cette danse en Europe cette année. L'objectif de la structure DIA Production, c'est de vendre la culture guinéenne ici en Europe. Aujourd'hui, Dieu merci, l'association Pili Pili, elle sont au nombre de 25 personnes. Elles seront là pour la 3e édition de la Grande Mamaya le samedi 16 septembre, Inch'Allah, ici à Paris. Comme j'ai toujours dit, la culture guinéenne est tellement riche. Aidez-nous pour encore valoriser cette culture guinéenne. La mamaya est une danse bien organisée. Elle est exécutée par classe d'âge et de sexe. C'est sur une place publique que les hommes et les femmes se rencontrent, habillés de boubous de valeur, bara ou de basin blanc et parés des plus beaux bijoux accompagnés d'une musique soft. En file, les hommes munis d'un foulard et d'une canne d'un côté, les femmes de l'autre côté dans l'ambiance sans exhibition, dans la joie et la gaieté, tout en faisant la rotation autour de cette place spacieuse. Dans la tradition, la mamaya est célébrée après 2 mois 10 jours de chaque fête de Ramadan, ce qui correspond au lendemain de la fête de Tabaski, mais qui est souvent prolongée pour permettre aux gens de profiter au maximum possible de cette danse. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Jamais vu en Guinée, des meubles haut de gamme à la galerie Marifala. 10 ans d'existence et 10 ans d'expérience dans la décoration et l'électroménager. Nous vous proposons le plus vaste